Amis des transistors, bonjour. Ce transistor dont on parle beaucoup. En fait, je me suis aperçu que dans toutes les vidéos que j'ai fait sur les datasheets et autres, j'avais jamais fait de vidéo vraiment spécifique au datasheet des transistors. Et c'est vrai que c'est une demande que j'ai souvent. Comme c'est quand même un composant important, dont je parle assez souvent, je pense que c'est important d'avoir en tête les principales caractéristiques et savoir justement lire les datasheets. Alors j'ai pris comme exemple un transistor qui est très très connu, hein, le BC547, hein, qui est un transistor NPN, on va dire de petite puissance, un petit peu passe-partout. On va regarder un petit peu dans le datasheet hein, les différentes informations qu'on peut avoir et ce qu'on peut en tirer. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que très souvent, comme on le voit ici, c'est un bon exemple, les datasheets s'appliquent à plusieurs modèles. Hein, je rappelle que même s'il y a des milliers de références de transistors, faut pas croire que les fabricants s'amusent à fabriquer tous ces transistors-là. Hein, ils ont ce que, par exemple, chez National, ils appellent des process et qui s'appliquent à plein de modèles et qui après, alors soit, enfin déjà par test, ils arrivent après à partir de ces process-là, en les triant, à les faire entrer, je veux dire, dans certaines catégories, mais aussi hein, de façon à, je veux dire, à assurer une compatibilité. Il y a des tas de transistors, ben, je veux dire, enfin, d'un moment que ils ont une puce qui, sur toutes les caractéristiques principales, sont meilleures que l'original, eh ben, ça peut coller. Bon, enfin bref, c'est pas vraiment la question. Donc là, nous allons regarder donc ce datasheet hein, qui s'applique à ces trois transistors, hein, 46, 47, 48, et on verra qu'en fait il y a relativement peu de différence. Et en plus, on avait déjà parlé, comme c'est le cas ici dans la norme pour électrons, on voit que pour chaque modèle, il peut même y avoir des variantes. Hein, le 547, il y a le tout seul, le A, le B et le C, qui alors ces lettres-là, en plus, hein, c'est ça qui est un peu compliqué. Des fois, ça peut être par rapport au bruit, des fois, ça peut être par rapport au gain, des fois par rapport à la tension. Ici, je crois que c'est, on va le voir, c'est plutôt par rapport au gain de courant. Donc là, on retrouve le brochage le symbole. Hein. Donc là, c'est classique. Hein, on voit les pins sont numérotés 1, 2, 3. Et on voit que voilà, dans le boîtier TO92 standard de ce modèle, eh ben, on retrouve ici le brochage. J'en avais déjà parlé, dans chaque datasheet, il y a ce qu'on appelle maximum ratings. Ça, en gros, c'est les valeurs qu'il ne faut pas dépasser, sous peine éventuellement de détruire le composant. Donc ça, c'est vraiment les limites absolues, c'est-à-dire que quand on va utiliser ce transistor, il faut être sûr de ne jamais dépasser ces limites-là, sinon ça va le bousiller. Alors, ça va pas forcément le bousiller tout le temps. D'abord, il peut y avoir une notion, je veux dire, de temps. Si on dépasse le courant max continu pendant un petit moment, ça va pas forcément le tuer. En même temps, c'est des limites. Voilà, ils mettent 65 volts, ça veut pas dire qu'à 66 le bignou il va claquer, mais ça veut dire que dans son design, il faut vraiment pas dépasser ça. Et je dirais même, hein, pour moi, la bonne pratique généralement, c'est même de se garder un petit peu de marge, entre 10 et 15%. Hein, par exemple, là, si j'ai quelque chose qui est alimenté, je dis n'importe quoi, en 30 volts, là, l'idée de prendre un BC 548, c'est vraiment chercher les ennemis. On prendra plutôt hein, 45 ou 65. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces maximum ratings? Ben, il y a justement la tension maximum qu'on peut avoir hein, à l'état, on va dire, bloqué du transistor entre le collecteur et l'émetteur. Dans un montage en émetteur commun, par exemple, un transistor qui ferait, je sais pas moi, de la commutation, eh ben, en gros, ça va être la différence de tension entre la masse et l'alimentation. Là, bah, on voit que selon les modèles, hein, c'est justement ça qui principalement les différencie, eh ben, c'est 30, 45 ou 65 volts. Ensuite, il y a la tension collecteur base. Et la tension collecteur base, généralement, elle est plus élevée. On va se dire, ça paraît un petit peu bizarre, mais il ne faut pas oublier que des fois, il n'y a rien qui interdit que la base devienne négative par rapport à l'émetteur. Hein, il n'y a rien qui interdit ça. C'est même des fois des choses qu'on fait pour les bloquer plus rapidement. Enfin, il y a des designs où c'est possible. Et on voit que cette tension ici, donc, elle est supérieure à cette tension maximum. Maintenant, dans bien des cas quand même, je veux dire d'utilisation courante, ce qui va compter, c'est le VCEO. Et généralement, ça va correspondre un petit peu à la tension d'alimentation. Il y a des tas de variantes de ça, mais voilà, généralement c'est comme ça. C'est pour ça que ici, par exemple, j'ai un montage qui est alimenté en 12 volts de façon classique. Voilà, je peux prendre, je veux dire, n'importe lequel de ces modèles, sachant que généralement, qui peut le plus, peut le moins.
C'est la tension maximum aussi de la jonction base émetteur, hein, qui elle est beaucoup plus basse. C'est d'ailleurs en la mesurant une des façons de repérer l'émetteur par rapport au collecteur. Après, ça c'est le courant justement continu qui peut commuter, hein, de façon continue justement, continue, ça veut dire que eh ben, ce transistor-là, il peut commuter 100 milliampères. Si par exemple, je commande une charge en saturation, eh ben voilà, il n'y aura pas de problème tant que je ne dépasserai pas ce courant ici. Alors, attention aussi à la puissance, hein. Ces deux paramètres-là, en fait, ils jouent et ça va énormément dépendre de la façon dont le transistor est utilisé. Ici, on voit ce que la puissance maximum que peut dissiper le transistor. Alors, par contre, ce que je comprends pas bien, c'est qu'ils disent que... pourquoi il y en a deux? 625 milliwatts et 1,5 watts à la même température. À mon avis, là, il manque une indication pour bien comprendre. Mais enfin bon, c'est pas vraiment le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je rappelle que si un transistor il est mis en saturation, par exemple, sa puissance dissipée sera assez faible. Parce que soit il est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une forte tension à ses bornes, mais zéro courant, donc il dissipe rien, soit il est saturé, et il y a 100 milliampères par exemple qui passe, mais avec une tension de collecteur entre le collecteur et l'émetteur qui est très faible, ce qui fait que la puissance sera aussi faible. Par contre, si on le fait marcher en linéaire, eh ben, à un moment donné, voilà, même sans dépasser les 100 milliampères de collecteur, hein, en fonction de la tension, on peut très facilement dépasser la puissance max. En gros, ces deux valeurs-là, c'est celles qui vont un petit peu délimiter l'aire de jeu, on va dire, qu'on a du transistor, et ben, il faut toujours s'occuper des deux. C'est-à-dire de vérifier qu'on ne dépasse pas le courant, hein, et je dirais même, encore une fois, généralement même 100 milliampères, c'est un peu beaucoup, il faut toujours se garder un petit peu de marge, et ici la puissance, hein, sachant que cette puissance aussi, hein, là ils mettent derate above 25 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, ça se comprend, plus la température extérieure va être forte, moins il va pouvoir dissiper en fait de température, et ça veut dire que bah, la puissance max va baisser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette puissance max, en fait, ce qui compte, c'est la température de la jonction. C'est-à-dire que si à un moment donné, la jonction du transistor, c'est-à-dire vraiment au niveau du silicium, de la puce, dépasse une certaine température, c'est ça qui va le détruire. Là, il l'exprime en puissance, mais c'est bien sûr lié, je veux dire, aux capacités qu'a le transistor d'évacuer la chaleur, la fameuse résistance thermique, hein, entre la jonction justement à température ambiante et la jonction et le boîtier. Hein, c'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait imaginer de rajouter à ce boîtier, même si c'est pas très courant pour ce genre de boîtier, un radiateur, ce qui fait qu'à ce moment-là, on améliorerait le junction ici tout bien. Donc ça, c'est vraiment très important, hein, de bien comprendre ça. Maintenant, voilà, je veux dire, si on travaille à température ambiante, sans truc particulier, bah, il faut quand même éviter quand même de trop se rapprocher de ça. Operating et storage junction, bah, ça veut dire que le transistor, il peut fonctionner et être stocké de moins 55 à plus 150 degrés sans, a priori, avoir donc de dommages. Maintenant, on va voir que le datasheet va nous donner un certain nombre de paramètres. Alors, on va le voir, hein, ces paramètres, ils vont donner, là on le voit bien, toujours une valeur min, max et typique, sachant que des fois, ils ne donnent pas le max parce que à la limite, ça n'a pas tellement de sens, et surtout que c'est donné pour une température donnée. Il faut bien voir que dans un semi-conducteur, tout est lié. Je veux dire, il n'y a généralement pas un paramètre qu'on peut dire, bah, ce paramètre, il vaut X et puis il ne va pas changer en fonction des autres. Ils sont tous liés, hein, et en particulier déjà à la température, mais aussi au courant collecteur, enfin, à énormément de choses. Pour ça que il faut toujours faire attention, ces datasheets-là, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, il faut plutôt encore voir ça comme un petit peu une aire de jeu, hein, sur quoi on peut s'appuyer. Donc là, ils disent bien que, sauf si c'est spécifié, c'est à 25 degrés. Là, on retrouve en fait les tensions max, hein, qui sont les mêmes en fait que les maximum rating, où ils rajoutent en même temps là les conditions de mesure. Alors ensuite, on a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent le fameux CES, hein, le cut-off current. En gros, c'est le courant de fuite. Hein, ça veut dire que là, hein, on voit bien les conditions de mesure, c'est-à-dire que si j'applique une tension de 70 volts entre le collecteur et l'émetteur et que je court-circuite en gros la base et l'émetteur, bah, selon le transistor, j'aurai ici un courant de fuite, hein, et ce courant de fuite, eh ben, on voit que, voilà, encore une fois, il y a un courant de fuite typique, hein, qui est vraiment très très faible, on voit que c'est 0,2 nanoampères, c'est vraiment petit, mais que, voilà, éventuellement, selon les modèles, il peut monter jusqu'à 15 nanoampères, ce qui reste quand même très très faible. Voilà. Par contre, on peut voir que là, si la température augmente,
eh ben, on passe là de 15 nanoampères à 4 microampères. Voilà, encore, c'est quelque chose qui montre bien que selon la température, il y a des paramètres qui varient dans des proportions vraiment super importantes. Bon, ce courant de fuite, dans bien des cas, dans les schémas, on s'en fout un petit peu. Je veux dire, voilà, même 4 microampères, même si c'est bien plus que 15 nanos. Voilà, enfin, il y a des tas, je veux dire, de montage où ce courant de fuite, on s'en fout un petit peu. Mais enfin, voilà. Le datasheet, lui, il se fout un petit peu de l'utilisation. Il vous donne des paramètres, à vous d'en faire ce que vous voulez. Ensuite, on va avoir quoi? Alors, on va avoir le fameux gain, le fameux HFE, hein, ou le H21E dans les paramètres hybrides. Donc ça, ce gain au courant, hein, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, c'est bien sûr une caractéristique qui est importante du transistor, dans la mesure, quand je rappelle, il indique quel est le rapport entre le courant de base et le courant qui va passer dans le collecteur. Mais c'est une valeur qui est sujette à énormément de variations. Hein, déjà, on le voit bien ici. Alors, regardez, par exemple, là, pour un BC546, ça varie entre 110 et 450. C'est absolument énorme. Et on va voir tout à l'heure dans les courbes que ça varie aussi énormément en fonction du courant collecteur, en fonction de la température, en fonction de plein de choses. Donc, en gros, ce gain de transistor, ce qui est intéressant, c'est pas tellement d'en voir la valeur typique. Hein, encore une fois, si on faisait un montage en se disant, ah, allez, je vais tout calculer pour que mon transistor, mon montage, il marche avec un gain de 580, ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est surtout le min. Bon, des fois, dans certains cas, le max, mais c'est surtout le min. Et en gros, on va se dire, voilà, quand je vais faire la polarisation de mon transistor, quand je vais l'utiliser, hein, eh ben, je sais qu'il peut avoir un gain minimum de 110 et qu'il faut que je calcule mes composants pour que ça fonctionne encore comme ça. On voit aussi qu'en fonction des lettres, hein, ce que je disais tout à l'heure, eh ben, le gain garanti change. On voit qu'un BC547C, je peux compter sur un gain mini de 401, alors qu'un BC547 normal, 110. Ça change énormément. Mais encore une fois, si on veut avoir un montage qui est fiable et répétitif selon les modèles, généralement le gain, on va dire, enfin, on en tient compte encore une fois comme une valeur mini, mais c'est pas là-dessus qu'on va baser tous ces calculs, sinon généralement on va à la catastrophe. Alors, autre valeur particulièrement intéressante, c'est le fameux VCE-SAT. C'est quoi ça? Que quand le transistor est saturé, quelle est la tension qu'on va trouver entre le collecteur et l'émetteur? Je rappelle que la saturation d'un transistor, en gros, ça veut dire que il est saturé dans la mesure où si on augmente encore le courant de base, le courant collecteur, il augmente pas. Et une des raisons, en fait, enfin, c'est assez logique, il augmente pas aussi parce que justement la tension entre le collecteur et l'émetteur est déjà tellement faible qu'on peut considérer quasiment que le transistor c'est un interrupteur fermé. Donc un interrupteur fermé, on peut pas tellement le fermer plus que que ce qu'il est. Donc là, on voit ces valeurs, et encore une fois, on peut voir qu'entre le typique et le max, il y a des sacrées différences. Hein, ça veut dire que sur un transistor, un typique, ça veut dire que, voilà, si je lui mets un courant de collecteur de 10 milli et un courant de base de 0,5 milli, je peux mesurer entre 0,9 et 0,25. C'est quand même une variation. Alors ça, c'est quand même important parce que ça va quand même montrer justement une éventuelle perte. C'est un petit peu, même si c'est pas vraiment une résistance, l'équivalent du RDS on d'un MOSFET. Ça veut aussi dire, par exemple, que je peux pas espérer que la tension de sortie d'un système, par exemple, que je commute avec un transistor, hein, que je commute par rapport à la masse, potentiellement, je pourrais difficilement avoir exactement 0 volt. J'aurais toujours au moins 200 à 600 millivolts de déchets, hein, sachant que varie aussi en fonction du courant collecteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pareil, ils mettent pas de mine ici, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce paramètre-là, il faut bien voir que plus il est faible, meilleur c'est. Donc à la limite, il y a peu de chances que je trouve un transistor ici qui aurait 0, puis à la limite j'en aurais un à 0, tant mieux. Base émetteur saturation voltage. Hein, ça c'est pareil, ça veut dire que quelle est la tension maximum que je peux avoir entre la base et l'émetteur pour que le transistor soit saturé, encore une fois, en fonction des... Ici, c'est pour 10 mA. Bon, c'est-à-dire que typiquement, c'est 0,7 volts. Mais là, il donne même pas le max, même pas le min. Faut bien voir que dans les datasheets aussi, des fois, ils sont un petit peu filous. Il y a des paramètres où ils s'engagent pas trop. C'est-à-dire, ils donnent une valeur typique et... Ouais, voilà, c'est un petit peu... on se mouille pas et on donne pas de max et de min. Bon, enfin, voilà. Bon, de toute façon, sur un transistor saturé, ça sera pas, enfin voilà, ça peut pas être 10 volts non plus. Hein. Faut être, de toute façon, faut bien voir qu'il y a aussi, on a vu un courant max qu'on peut faire passer dans la jonction base émetteur. Si on mettait plus, de toute façon, le transistor il serait vite niqué.
Alors là, on voit aussi le VBE on, ça c'est différent. Ça c'est à partir de quelle tension le transistor il va commencer à conduire. Ça veut dire que là, eh ben, il est saturé, c'est-à-dire, en gros il conduit au maximum. Là, on peut voir que il y a des transistors, hein, voilà, où à partir à 0,6 volts, eh ben, il ne conduirait rien du tout. Il faudrait au moins dépasser 0,7 volts pour que commence à passer un courant dans le collecteur. Hein, donc ça c'est pareil, c'est des limites assez importantes, sachant que c'est pareil, généralement, enfin même le mine, il le donne, mais c'est plutôt le max ici qui peut être intéressant. Après, on a des caractéristiques en small signal, hein, c'est-à-dire là c'est plus dynamique, c'est un petit peu, je veux dire, en alternatif. Alors, la première chose qu'on voit, c'est ce paramètre important qui s'appelle FT, c'est la fréquence de transition. Ça correspond un petit peu sur les amplis au produit gain-bande. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence max d'un transistor, elle dépend aussi du gain. C'est-à-dire, plus la fréquence augmente, on va dire, plus le gain diminue. Il faut le voir un petit peu comme ça. Et ça veut dire que FT, c'est pour un gain de 1. C'est-à-dire que si je veux faire un étage qui amplifie, je veux dire, de 1, hein, qui amplifie à la limite juste son courant, et ben avec un BC 547 par exemple, ben, je peux espérer typiquement monter jusqu'à 150. Éventuellement, ça pourrait aller jusqu'à 300, mais voilà, à la limite, pas plus. Le FT, hein, je sais que des fois, il y en a qui se sont un petit peu trompés avec ça. Voilà, si j'ai besoin là de faire un amplificateur de 150 MHz, je prendrai pas un BC 547, parce que là, je veux dire, il sera vraiment... il n'en pourra plus le truc. Hein. Je rappelle, c'est un peu comme les produits gain-bande dans les ampli op. Ampli-op qui a un produit gain-bande de 1 MHz, ça veut dire que je peux amplifier 1 MHz, mais quand il amplifie de 1, ce qui n'est pas tellement intéressant. Si je veux amplifier de 10, eh ben, sa bande passante sera plus que de 100 kHz. Déjà, ça change pas mal. Ensuite, on a les capacités hein, d'entrée et de sortie. Hein, bon, ça, j'y reviendrai, mais là, pour le coup, plus elles sont faibles, meilleur c'est, et sachant que généralement, justement, plus un transistor va monter en fréquence, plus ces valeurs-là vont être basses. Là, on voit que la capacité d'entrée, 10 picots, c'est relativement énorme, mais c'est aussi un des trucs qui explique que c'est voilà, c'est pas un transistor qui est fait pour la HF, quoi. Ensuite, on retrouve ici le gain qu'on peut espérer, hein, mais en petits signaux, et voilà, dans ces caractéristiques ici. Bon, ça recoupe quand même un peu hein, le gain en continu. Et après, le facteur de bruit. Hein, le facteur de bruit qui, là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est plutôt normalisé. Et c'est pareil, la plus c'est faible, meilleur c'est. Hein, sachant que si on veut faire, par exemple, un ampli faible niveau, en BF par exemple, on aurait plutôt tendance à choisir des transistors qui ont des facteurs de bruit faibles, hein, comme le fameux BC109C, hein, qui était justement souvent utilisé dans le temps parce qu'il avait justement un facteur de bruit assez faible. Hein, sachant que le bruit, c'est quelque chose qui est, je veux dire, enfin, relativement constant. Ça veut dire que ce qui compte toujours, hein, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. C'est-à-dire que si ici je veux amplifier un signal de 2 volts, je dirais le bruit, je m'en fous un petit peu parce qu'il va être très faible par rapport à 2 volts. Si ici je veux faire, je sais pas, un amplificateur pour une cellule magnétique ou quelque chose comme ça, là, il faudra vraiment que j'y fasse attention parce que derrière, le bruit, ça se filtre pas généralement. C'est-à-dire que si dès le départ j'ai du bruit, j'amplifie un faible signal, je vais aussi amplifier le bruit. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que le bruit, je veux dire, que va générer le transistor en lui-même, il faudra qu'il soit d'autant plus faible. Donc voilà pour ça. Et après, on va trouver un certain nombre de courbes appliquées à différents modèles. Donc là, on voit que c'est pour tous ces modèles-là. Alors le premier qui est intéressant, justement, ça montre, on va dire, la variation du gain en fonction du courant collecteur. Et là, déjà, on voit un truc qui est super important, hein, c'est que, comme je l'ai dit, le gain, il varie énormément. Hein, on voit que ici, hein, c'est une échelle, je veux dire déjà logarithmique, il varie très fort en fonction du courant collecteur. Hein, ça veut dire que là, on voit qu'en gros, quand le courant collecteur devient très fort, le gain il s'écroule, ce qui fait qu'à la limite, ça rend presque le transistor pas inutilisable, mais presque. Alors là, on voit que c'est une échelle de 0,1. En fait, c'est pour ça que c'est une variation. On considère que le gain typique, c'est 1, et on voit comment ce gain, je veux dire, typique de 1, ça montre en fait sa variation. On aurait pu le mettre ici en pourcentage de variation du gain. Donc ça, voilà, hein, c'est quelque chose auquel il faut tenir compte, hein, bien sûr. Et surtout, si on commence à travailler avec des courants assez forts, faut s'attendre à ce que le gain il se casse la gueule. Dans une prochaine vidéo, on parlera un peu des transistors de puissance, et on verra que dans les transistors de puissance, c'est phénoménal. Hein, le gain d'un 2M3055, en fonction de son courant collecteur, il change énormément.
Là, on va retrouver justement maintenant le fameux VCE, hein, la tension collecteur-émetteur, comment elle varie aussi en fonction du courant de collecteur, de même qu'on retrouve le VBE-SAT et le VBE-ON. On peut voir que le VBE-ON, hein, je rappelle donc à partir de quelle tension base émetteur le transistor commence à conduire, il est généralement plus bas, c'est assez logique, que le VBE-SAT. Enfin, s'il était plus haut, ça serait un petit peu gênant, enfin, ça serait même pas possible. Vu que VBE-SAT, c'est le moment où on dit, de toute façon, même si je l'augmente, le transistor ne peut pas se conduire, il commence forcément à conduire avant. Donc, on trouve bien que cette courbe-là, elle est en dessous, ce qui est tout à fait logique, mais on voit qu'elle suit à peu près la même variation. Le VCE-SAT, pareil, hein, on voit que il est pas constant et que dès qu'on va commencer à avoir des courants collecteurs assez forts, eh ben, il va varier assez fortement. Ici, et voilà, on voit qu'à 100 mA, il varie énormément, alors que si je commute un courant faible, je peux espérer avoir un VCE-SAT ici beaucoup plus bas. Donc ça, c'est aussi une caractéristique super importante. Donc cette courbe-là, par exemple, elle montre en fonction du courant de base comment varie justement la VCE. Hein, et on voit bien sûr aussi le phénomène là de saturation. Bon, ces courbes-là, on les présente hein, souvent sous différentes façons, mais on voit aussi bien sûr que selon les courants collecteurs, ça les change énormément. Encore une fois, hein, tous ces paramètres-là, ils sont liés. Là, on voit aussi comment en fait la température va faire varier le courant collecteur hein, avec un courant de base, je veux dire, identique. Et là, on voit qu'il y a quand même une variation, même si elle n'est pas énorme. Là, on voit justement la variation de la capacité en fonction de la tension inverse. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça montre un petit peu un effet, c'est un peu l'effet des diodes varicap. J'ai prévu un jour de faire une vidéo sur les diodes varicap, mais en gros, je veux dire, il y a un effet physique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fait que il va y avoir une variation quand même de capacité en fonction de ça. Et dans certains cas, ça peut jouer. Hein, sachant que sur ce transistor-là, c'est relativement minime, hein, alors que sur une diode varicap, on tend justement à l'amplifier. C'est quelque chose ici qui est indiqué. Là, on retrouve aussi la variation de FT en fonction du courant collecteur. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que pareil, encore une fois, c'est un paramètre qui est pas stable et qui varie dans des proportions assez importantes, hein, de l'ordre de 220 ici à 80. Hein, en fonction justement du courant collecteur. Et ça, encore une fois, hein, dans un design, il faut éventuellement y faire attention. Là, on retrouve les mêmes courbes, mais pour d'autres modèles, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Et généralement, à la fin des datasheets, on retrouve voilà, des informations comme le packaging, les dimensions exactes du boîtier et tout ça. Et ben voilà pour l'examen détaillé de ce datasheet. Alors ce qu'il faut voir, hein, c'est que selon les fabricants, selon les modèles de transistors, enfin selon plein de choses, c'est pas toujours la même chose. Il y a des fois des paramètres que bizarrement on trouve chez certains, on trouve pas chez d'autres. Il y a des courbes aussi qu'on trouve et pas. C'est un petit peu le bordel. Et même pour un transistor très connu, comme le BC547, le 2N2222, j'en passe, c'est des meilleurs, souvent, selon les fabricants, ça doit être la même référence. On verra des datasheets plus ou moins détaillés. Il y a des courbes qu'il y a dans certains cas et pas dans d'autres. Enfin, c'est un petit peu le bordel. Mais enfin bon, on trouvera quand même généralement, je veux dire, au moins les paramètres principaux dont on a généralement besoin. Après, dans des cas très touchy, on peut après directement, pourquoi pas, contacter le fournisseur, ou pourquoi pas aussi faire des mesures. Mais attention, hein, comme je l'ai dit, faire les mesures sur un modèle, ça veut rien dire. Si on veut vraiment que dans un design, on compte sur certains paramètres, il faut vraiment soit les mesurer tous, hein, ce qui a déjà été fait dans certaines productions, au moins sinon faire un nombre de mesures sur chaque lot de transistors, parce que bien sûr statistiquement, on risque pas d'avoir de mauvaises surprises. Bon sinon ici comme beaucoup suite à cette chaleur caniculaire hein, qui n'était pas très agréable il faut le dire hein, parce qu'ici ça dépassait toujours même à l'intérieur allègrement les 30 degrés. Ce matin là c'est de l'orage donc ça arrête pas depuis ce matin de la pluie, c'est pour ça que je suis trempé parce que bien sûr le facteur est arrivé au moment pile d'une belle averse dégoulinante donc ça m'a pas vraiment aidé. Mais enfin bon, on va dire que c'est comme ça, au moins les températures sont plus supportables. Alors, où ça tombe mal, c'est que je suis parti là faire quand même des grands rangements, on va dire, où j'essaie de mettre des trucs dehors et tout, donc là, avec la pluie, ça va pas vraiment m'aider. Mais bon, hein, c'est les aléas météorologiques. Ce que j'espère, c'est qu'on va pas avoir ni de foudre, ni de dégâts avec de la grêle ou autre.
C'est toujours ça à craindre en cas d'orage. En même temps, j'ai un effet qui est très très bizarre. Moi, ici, mon labo par exemple, et pas mal de choses chez moi sont reliées par courant porteur. Et j'ai remarqué, surtout quand il a fait sec comme ça depuis longtemps et qu'il se met à pleuvoir, courant porteur, je sais pas, il y a des moments où il marche pas, il se resynchronise, donc on sait pas trop. C'est assez bizarre. En fait, j'ai pas réussi à trouver tellement de docs bien clairs qui expliquent pourquoi le courant porteur, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas, en fonction de qui, en fonction de quoi. C'est bon, à mon avis, c'est sans doute lié justement à des résistances, des capacités parasites ou des résistances parasites et le fait qu'il y ait de l'humidité dans les gaines, peut-être qu'il y a des gaines qui sont percées ou les fils sont un peu dans l'eau, ça change. Mais enfin voilà, je dis ça, j'en sais fichtre rien, mais malheureusement, j'en mesure les effets. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Ah, bah, je t'ai pas vu, t'étais où hier? T'étais parti rendre visite à un copain qui vient d'être papa. Ah, bah c'est super alors. Ah, tu l'as félicité? Ah, bah c'est sympa. Et t'as félicité la maman aussi? Non? Pourquoi? Parce que quand un gâteau est bon, on félicite le cuisinier, pas le four. Oh, ben alors ça c'est vraiment pas gentil. Maurice, t'es le plus misogyne des affreux. Allez, tiens, je te mets à l'amende. Tu seras privé de tout jusqu'à temps que tu t'excuses pour avoir dit ça. Que Zeus, dans sa colère, vous épargne de ses coups de foudre et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.